Bonjour et bienvenue dans cette masterclass où nous allons parler du métabolisme. Je vous rassure tout de suite, le but de cette masterclass, ce n'est pas de vous noyer d'informations et de vous charger en théorie, il y en aura forcément, mais l'objectif c'est surtout de vulgariser un petit peu tout ça. Voilà, et de rendre l'ensemble de cette théorie accessible. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Et nous allons commencer par le début, donc le métabolisme, qu'est-ce que c'est? Une définition simple, en fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu dans chaque cellule d'un être vivant. D'ailleurs, il y a certaines réactions qui ont lieu en dehors des cellules. Donc, plus globalement, en fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu au sein d'un être vivant et qui lui permettent de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. On a, comment dire, par facilité peut-être, on parle souvent du métabolisme, alors qu'en fait, il y en a trois types. Le premier, le plus important, c'est le métabolisme de base. C'est-à-dire que à chaque seconde, en fait, les milliards de cellules qui nous composent, eh bien, consomment de l'énergie, utilisent des nutriments et de l'oxygène pour produire de l'énergie, en fait, qui est nécessaire au fonctionnement du corps. C'est cette énergie-là qu'on utilise pour les battements du cœur, pour la respiration, la digestion, le fonctionnement du cerveau, etc. Toutes ces choses en fait qui sont inconscientes en fait, qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas le cœur qui bat, on ne contrôle pas notre température corporelle qui augmente ou qui baisse en fonction de la température extérieure, etc. Donc tout ça, c'est le métabolisme de base. En fait, grossièrement, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour que notre corps fonctionne au repos et à jeun. Donc quand il a besoin du minimum d'énergie pour rester en vie. Voilà. Et donc ce métabolisme de base-là, il représente environ 60 à 75% de la dépense énergétique totale, ce qui est quand même énorme. Ensuite, on a le métabolisme d'activité physique. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est celui qu'on utilise dès qu'on doit bouger, en fait, dès qu'on doit faire une activité physique, se mettre en mouvement. Donc, ça peut être simplement, là, si je veux me lever de ma chaise, eh bien, c'est ce métabolisme-là que je vais activer. Et puis, de même, si les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, eh bien, c'est aussi ce métabolisme-là qu'ils utilisent lors de pratiques de sport intensives. Et donc, cette dépense énergétique-là, qui est utilisée par ce métabolisme-là, pardon, représente environ 15 à 30% du total. Et évidemment, ça change d'une personne à une autre, selon qu'on est plutôt sédentaire, plutôt sportif, selon l'âge, selon l'hygiène de vie, etc., etc. Donc là, c'est juste pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, mais ce n'est pas des chiffres figés, évidemment. Et ensuite, on a la thermogénèse alimentaire, qui représente tout le reste. Ça représente environ 10% de la dépense énergétique totale du corps. Et en fait, la thermogénèse alimentaire, c'est quoi? C'est l'énergie en fait qui est dépensée lorsqu'on donne à manger à notre corps. C'est-à-dire que nous, on lui donne à manger pour lui donner de l'énergie, mais pour créer cette énergie, eh bien, il utilise déjà de l'énergie. Voilà, c'est un petit peu cette boucle-là. Moi, ça m'amuse. Voilà, donc c'est la quantité d'énergie nécessaire à la dégradation des aliments pour pouvoir les utiliser ensuite pour d'autres choses, pour que le corps fonctionne. On a deux types de réactions métaboliques. On a d'un côté le catabolisme et de l'autre l'anabolisme. Pour faire simple, le catabolisme, en fait, c'est de la destruction, de la dégradation plutôt. Toutes ces réactions-là, en fait, sont celles qui dégradent les composés cellulaires ou les nutriments pour produire de l'énergie. Donc, on a des grosses molécules que des réactions chimiques vont rendre toutes petites, plus petites, pour les utiliser ailleurs, et en même temps, on produit de l'énergie. Et l'anabolisme, en fait, eh bien, c'est l'inverse. C'est, contrairement à la dégradation, c'est de la création, c'est de la synthèse. Donc, en fait, l'anabolisme va, le principe de l'anabolisme, c'est qu'on utilise l'énergie et les molécules simples pour créer des molécules plus complexes, des hormones, des enzymes, des éléments cellulaires divers et variés. Voilà. J'en reste là, je veux pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que alors le métabolisme ne fonctionne pas juste tout seul comme ça. Il y a des facteurs qui l'influencent, qui sont nombreux et variés. Et il faut distinguer
les facteurs biologiques, qui sont plutôt donc les facteurs innés sur lesquels on ne peut pas agir, quoique, on peut d'ailleurs, mais voilà, c'est les facteurs qui sont innés en fait. Donc tout ce qui est hormones, la génétique, le sexe, l'âge, bon, on n'est pas né avec l'âge, mais le temps qui passe, on ne peut pas agir dessus. On peut pas arrêter une journée, on peut pas décider d'arrêter de vivre, toute sa vie jusqu'à 30 ans. Voilà, c'est pas possible. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a tout de suite moins de champ d'action. Et de l'autre côté, on a les facteurs environnementaux. Donc en fait, c'est toutes les choses sur lesquelles on agit nous directement. Donc tout ce qui est alimentation, hydratation, les niveaux de stress, les relations sociales aussi, l'activité physique et la masse musculaire qui va avec, le sommeil, l'environnement donc plutôt climatique. Est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, etc., etc. Et aussi l'état inflammatoire. Alors celui-là, je l'ai mis entre les deux parce que évidemment, on peut agir dessus. Mais on part aussi quand même d'une certaine base à la naissance. Voilà, on a quand même oui, une base, on va dire ça comme ça, même si on peut évidemment la modifier et faire en sorte que notre état inflammatoire soit le plus bas possible. Voilà pour cette partie. Je vous propose maintenant quelques pistes pour savoir si votre métabolisme fonctionne au ralenti. Ce sont juste quelques symptômes. La liste est non exhaustive, mais je la trouve quand même déjà assez conséquente. Et ce sont les symptômes en général les plus fréquents quand on a un problème de métabolisme. Donc très souvent, c'est lié à la fatigue, la sensation qu'on n'est pas reposé, que le sommeil n'est pas du tout réparateur. On a souvent plus froid, c'est plus difficile de se réchauffer. On a des coups de barre aussi, souvent après les repas, milieu de matinée, milieu d'après-midi. C'est les ongles, les cheveux, la peau qui sont plus fragiles, qui s'assèchent. Enfin voilà, c'est évidemment les variations de poids inexpliquées. Souvent plutôt quand on ne change pas de régime, parce qu'évidemment si pendant un mois on mange que des pizzas, bon bah forcément il y aura des effets. On va comprendre peut-être d'où vient la prise de poids. Mais quand on ne change pas de régime et que d'un coup on commence à prendre progressivement du poids, voilà, sans trop savoir d'où ça vient, mais là ça peut venir justement d'un métabolisme qui fonctionne au ralenti, etc., etc. On ne va pas faire tous les symptômes, je vous laisse les découvrir, et puis éventuellement bah, faire un bilan pour vous-même si vous voyez des choses qui vous interpellent. Nos champs d'action pour soutenir le métabolisme, il y en a plusieurs, mais nous, on va se concentrer sur 4 piliers principaux qui sont donc l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la gestion du stress. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur les relations personnelles, les relations sociales, mais c'est un problème un peu plus intime, on va dire, et voilà, j'ai fait le choix de ne pas en parler sur cette masterclass et de me concentrer sur les 4 piliers que vous avez devant vous et que je viens de citer. Euh, Ce qui est intéressant aussi, en fait, de voir, et on va le voir aussi tout au long de la masterclass, c'est que tous ces éléments sont interconnectés, en fait. Quand un élément va pas bien, et bien, en fait, il y a tout de suite des répercussions sur les autres. Que ce soit ponctuel ou alors sur le long terme, mais très souvent, comment dire, les effets sont très très rapides. C'est-à-dire que quand on est stressé, par exemple, si on n'arrive pas à gérer le stress, bah, il suffit de regarder. Je sais pas où vous vous situez vous, mais très souvent on dort moins bien. On est tout de suite plus attiré par des aliments réconfortants, mais pas forcément plus sains. Donc du gras, du sucre, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir comment ces 4 piliers en fait fonctionnent les uns avec les autres. Et il y a des ponts entre chacun et voilà, ça me semblait intéressant de le souligner. Et je vous propose maintenant de commencer tout de suite avec le premier pilier, l'alimentation. L'alimentation, c'est quoi? C'est un réel carburant en fait pour notre corps. Donc au-delà de simplement se nourrir parce qu'on a faim, et bien en fait on vient vraiment nourrir son énergie, son bien-être et au-delà de ça, sa santé même. Donc selon ce qu'on donne à notre corps en fait, on peut soit favoriser, soit défavoriser tout ce qui est l'énergie, la satiété, la glycémie,
nos humeurs aussi, tout simplement. Enfin voilà, tout plein de choses qui touchent au métabolisme finalement. Donc l'objectif ici, on ne va pas parler de régime, on ne va pas parler de supprimer une catégorie d'aliments, surtout pas. C'est vraiment plus pour voir comment on peut composer des assiettes et des repas équilibrés, en fait. Et aussi, petite précision, on va se concentrer uniquement sur la macronutrition. On ne va pas rentrer dans les détails de la micronutrition parce que c'est hyper intéressant, mais il y aurait vraiment trop de choses à dire et cette masterclass n'en finirait pas. Donc, les protéines, c'est la première famille de macronutriments dont on va parler avec les glucides et les lipides. Les macronutriments, c'est quoi? C'est une famille en fait de nutriments qui ont une valeur énergétique, c'est-à-dire qu'ils viennent avec de l'énergie en fait à fournir à l'organisme. Voilà. Et donc concrètement, les protéines, eh ben, en fait, c'est des chaînes d'acides aminés. On a une vingtaine d'acides aminés que nous, êtres humains, pouvons et savons utiliser. Il y en a 11 qui sont non essentiels, c'est-à-dire qu'on sait les fabriquer, les synthétiser tout seul. Et il y en a 9 qui sont essentiels, donc on ne sait pas fabriquer, on ne sait pas les créer, et donc il faut les fournir à notre organisme via l'alimentation. Et là, je vais faire une petite parenthèse. C'est là que c'est intéressant en fait aussi de varier ces sources de protéines, parce qu'en fait ces 20 acides aminés là, on les retrouve dans plusieurs aliments. Donc on pense naturellement aux viandes, aux poissons, mais on en trouve aussi dans les légumes et dans les œufs aussi par exemple. Et en fait, quand on est végétarien, c'est d'autant plus important en fait justement de varier les sources de protéines parce que les végétaux ne contiennent pas tous l'ensemble de ces acides aminés essentiels. Et donc il faut manger de tout pour être sûr de tous les apporter à son organisme. Parenthèse fermée. Les protéines, donc pourquoi c'est important? C'est quoi leur rôle dans l'organisme? En fait, elles ont d'abord une fonction qui est structurale. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire que les protéines, c'est un peu les briques de l'organisme. C'est un peu les bâtisseurs de l'organisme, vraiment. Parce que elles contribuent au renouvellement ou au développement des tissus musculaires. Ça, on le sait. On associe souvent les protéines avec les muscles. Mais aussi du squelette. Ça, on le sait moins, mais c'est très important. Le renouvellement, le développement des tissus, des cheveux, des ongles, de la peau, etc. etc. Donc ça, fonction structurale, première chose. Et ensuite, eh bien, elles assurent aussi tout un tas de processus physiologiques qu'on ne va pas détailler ici, parce que c'est pareil, on va rester dans la simplicité, mais en gros, elles servent par exemple à la production pardon, d'enzymes, d'hormones, de récepteurs, d'anticorps. Donc encore une fois, toutes ces choses-là aussi qui touchent, pas de près ou de loin, au métabolisme et à la santé métabolique. Ça me semblait important aussi de faire un petit rappel, c'est-à-dire que souvent, en tout cas ça peut arriver qu'on pense que 100 grammes d'un aliment, c'est 100 grammes de protéines. Eh bien non, 100 grammes de poulet, c'est pas 100 grammes de protéines. Ce serait trop facile. De mémoire, 100 grammes de poulet, c'est à peu près 20 grammes de protéines. Et pour un adulte sédentaire, le calcul de base qui est proposé par l'ANSES, la formule de base en tout cas, c'est qu'il faut 0,83 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Donc c'est-à-dire que si vous pesez 70 kg, et bien vous faites 70 fois 0,83 et vous avez la quantité de protéines qu'il vous faut dans une journée. Évidemment, après, ça change en fonction de la dépense énergétique de chacun, de l'hygiène de vie. Là, par exemple, une sportive d'endurance aura besoin de beaucoup plus de protéines qu'un adulte sédentaire. Voilà, de même que pour une personne âgée, pour une personne malade, etc., etc. Donc ça dépend des besoins, ça dépend des moments. Mais voilà, on tourne un petit peu. Déjà, le calcul de base, c'est ça. Ayez 0,83 en tête, 0,85 pour que ce soit peut-être un peu plus simple. Et vous pouvez calculer du coup vos propres besoins. La deuxième famille de macronutriments qui nous intéresse, donc, c'est les glucides. Les glucides, c'est la principale source d'énergie du cerveau et des muscles. On a souvent tendance à avoir un peu peur des glucides et à se dire, ok, glucides égale sucre, donc il faut les limiter. Oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut un petit peu nuancer. Il ne faut pas avoir peur des sucres, pas avoir peur des glucides. Au contraire, il faudrait même que ça représente environ la moitié de l'apport calorique quotidien
que vous apportez du coup à votre organisme. La seule chose, c'est qu'il faut distinguer effectivement les glucides complexes et les glucides simples. Pour faire simple, un petit peu, les glucides, c'est quoi? C'est des chaînes de molécules de glucose qui sont liées entre elles. Et en fait, bah, plus il y a de liaisons à découper, plus la digestion va être lente. Et bah, les glucides complexes, justement, c'est des chaînes qui sont longues avec beaucoup de liaisons. Il y en a beaucoup à découper. Donc forcément, la digestion va durer plus longtemps. Donc les glucides complexes sont plus rassasiants que les glucides simples, où il y a simplement une chaîne à couper. C'est pour ça que bah, souvent, quand on mange des glucides simples, 1 heure après, on a déjà faim. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Voilà, tandis que les glucides complexes, eh bien, ils rassasient beaucoup plus et surtout, ils provoquent une élévation plus modérée de la glycémie. La glycémie, c'est quoi? C'est simplement le taux de sucre qui est présent dans le sang. Ça, c'est la glycémie. Et on va s'arrêter un moment sur le pic glycémique. Ça nous intéresse beaucoup quand on parle de métabolisme. Le pic glycémique, c'est quoi? C'est déjà, c'est tout à fait normal. Et en fait, quand on mange, en fait, on va donc augmenter la glycémie. Et le pic glycémique, c'est ce qu'on atteint quand on est tout en haut, en fait. Et ensuite, ça redescend. Donc ce pic-là, on l'atteint en général entre 30 à 60 minutes après avoir mangé. Et il peut durer jusqu'à 2 heures. Donc quand on pense pic glycémique, il ne faut pas penser juste à une pointe comme ça qui dure 2 minutes et c'est fini. Mais évidemment, ça dépend aussi de ce qu'on mange. Il peut durer jusqu'à 2 heures si on mange des aliments avec un index glycémique plus bas, donc qui mettent plus de temps à être digérés, qui apportent une meilleure énergie, plus d'énergie au corps. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que justement quand on mange, donc le taux de sucre dans le sang augmente, et à ce moment-là, le pancréas va détecter qu'il y a peut-être trop de sang dans le corps, et donc il va envoyer de l'insuline, justement, qui va venir réguler la glycémie pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Euh, et en fait, en fonction de ce qu'on mange, en fonction de cette régulation-là de la glycémie, si justement la glycémie est régulée très rapidement, et bien en fait, il y a une chute très rapide, et bien ça peut provoquer des fringales, des envies de sucre, des envies de grignotage, une sensation de faim aussi précoce. Voilà. Donc quand je dis qu'il faut faire attention à l'effet yo-yo, c'est ça. Et puis cet effet yo-yo-là, c'est aussi quelque chose qui est dû au grignotage. C'est-à-dire que plus on grignote, plus on mange, et bien plus on va avoir cette variation de la glycémie. Ça, c'est naturel, c'est mathématique. Enfin, la troisième famille de macronutriments qu'on va aborder, c'est les lipides. Les lipides, pour la faire simple, c'est quoi? C'est du gras. C'est du gras, et comme les glucides avec le sucre, il ne faut pas avoir peur du gras. Au contraire, on a besoin du gras. Le gras, c'est bien. Le gras, c'est la vie. Il faut simplement savoir le choisir et comment le consommer. Comme tout, c'est la dose qui fait le poison. On a dans un premier temps les acides gras saturés qui sont donc à limiter mais pas à transcrire complètement. On les trouve notamment dans les graisses d'origine animale, donc tout ce qui est viande, beurre, crème, fromage, etc. Et aussi dans des graisses d'origine végétale. C'est par exemple ce qu'on retrouve dans l'huile de palme, dans l'huile de coco aussi. Et ces acides gras saturés, ben, on les retrouve souvent dans des biscuits sucrés ou salés comme les chips. Et c'est souvent pour ça qu'on a l'impression qu'il faut les bannir parce que ben, on en parle beaucoup et on dit qu'il faut les limiter. Le problème, c'est qu'en fait, on en consomme trop dans nos sociétés actuelles, mais on en a quand même besoin. Il est quand même, ces acides gras saturés, pardon, sont quand même indispensables à la bonne santé du corps, à la bonne santé cardiovasculaire, même si pendant longtemps on a pensé que ça favorisait le mauvais cholestérol, justement, on est revenu un petit peu là-dessus. Donc encore une fois, les graisses saturées ne sont pas le problème, c'est surtout l'excès qui va provoquer des désagréments, et aussi quand elles sont associées en fait, à une alimentation pardon, riche en glucides, ou alors quand les apports en graisse sont déséquilibrés. Et donc on va voir ça tout de suite parce que les autres types de graisses qui nous intéressent sont les acides gras insaturés, c'est tout ce qui est oméga 3, 6 et 9. Donc on a dans un premier temps les oméga 3,
qu'on connaît bien en général, on en parle quand même pas mal. Et donc, ils sont à favoriser. C'est des oméga 3 qui sont essentiels parce que notre organisme ne sait pas les synthétiser. Donc, on doit les apporter à notre corps par l'alimentation. Donc, si vous voulez vous apporter des oméga 3, vous en trouverez dans les poissons gras, dans certaines huiles, comme l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix aussi, délicieux l'huile de noix, dans certaines graines, dans certains légumes, enfin voilà. Mais vous en trouvez, vous en trouvez partout. Pourquoi il faut des oméga 3? Eh bien parce qu'en fait, ils contribuent donc au développement du cerveau, des muscles, des os aussi, et ils sont indispensables justement pour prévenir ou réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Voilà. Et ils protègent également le système immunitaire, etc. Malheureusement, eh ben, on n'en consomme pas assez. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, on va parler des oméga 6 qui sont, eux, pour le coup, à limiter. Ce sont aussi des acides gras essentiels parce qu'on ne sait pas les fabriquer. On les trouve également dans la viande, pardon, dans les œufs, dans certaines huiles, dans des noix. Mais on en trouve aussi, en fait, malheureusement, parce que ça coûte moins cher, et bien on en trouve dans beaucoup de produits transformés, donc dans des chips, dans les biscuits sucrés, dans les plats préparés, etc. Et avec nos modes de vie actuels, eh bien, on en consomme trop. C'est-à-dire que là, je vais faire une petite parenthèse. Le ratio idéal entre les oméga 3 et les oméga 6, ce serait de 1 pour 5. C'est-à-dire que pour une quantité d'oméga 3, on devrait consommer au maximum 5 quantités d'oméga 6. Et en ce moment, dans nos vies, dans nos sociétés actuelles, eh bien, en fait, on est plus près d'un ratio de 1 sur 15, ce qui est quand même énorme. On consomme beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous faites vos courses. Ça peut être un élément sur lequel vous pouvez mettre votre attention. Et enfin, les derniers acides gras insaturés dont on parle sont les oméga 9, qui pour le coup ne sont pas essentiels puisque nous savons les fabriquer, notre corps sait les synthétiser. Donc, il y a rarement des carences en oméga 9, mais on en trouve aussi dans l'alimentation. On en trouve notamment dans certaines graisses animales, donc les viandes, les fromages, le beurre, et certaines huiles comme l'huile d'olive, l'huile de noisette, l'avocat, voilà, etc., etc. Et enfin, on a les acides gras trans. On ne va pas s'attarder trop dessus parce que ceux-là, ils sont à bannir tout simplement, parce que ils ont subi un procédé d'hydrogénation qui vient en fait modifier carrément la structure de la molécule des acides gras de départ en fait. Et ils ont des conséquences sur la santé déjà très rapidement, notamment sur la santé cardiovasculaire, et ils augmentent les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Donc ceux-là, en fait, on n'en a pas besoin, ils nous font du mal, donc ils sont à bannir autant que possible. Et enfin, je voulais vous parler également des fibres. Alors les fibres, c'est pas une famille en soi de macronutriments puisqu'elles font partie de la famille des glucides. Mais à l'inverse du sucre ou de l'amidon, en fait, on ne sait pas, enfin, on ne peut pas les digérer correctement. Le corps humain n'est pas fait pour digérer des fibres. Euh, Elles sont quand même hyper importantes en fait, voilà, dans le fonctionnement pardon, de notre corps et donc a fortiori dans ce qui nous intéresse ici, le métabolisme, puisque elles vont aider à réguler la glycémie. Elles vont notamment donc former un gel dans l'intestin qui va ralentir l'absorption du glucose, qui va ralentir la digestion et du coup, ça va permettre donc de réguler cette glycémie-là, puisqu'on aura moins de glucose dans le sang. Donc, on a vu que la glycémie, c'est les taux justement de glucose qui montent dans le sang avec tous les effets qui suivent. Donc là, les fibres vont permettre de lisser et de réguler un petit peu tout ça. Elle joue également un rôle important sur la satiété et donc sur la gestion du poids, parce qu'après ingestion, les fibres vont se gorger d'eau et donc elles vont avoir un effet plus rassasiant et donc de réguler l'appétit. Et en plus de ça, je ne l'ai pas noté ici, mais en fait, les aliments riches en fibres ont besoin de plus de temps de mastication
Et la mastication, en fait, c'est la première étape aussi de la digestion. On n'en parle pas assez, mais des aliments qui sont bien mâchés, pendant longtemps, eh bien, en fait, sont mieux digérés ensuite par l'organisme, mieux absorbés, et, euh, et, euh, et en fait, on aide déjà notre tube digestif à bien fonctionner dès cette étape-là de la mastication. Elles vont aussi donc ensuite améliorer donc le transit intestinal, le bol alimentaire en fait, donc tout ce qu'on a donné, tout ce qui reste de ce qu'on a mangé, donc va être plus facilement évacué. Donc ça permet en fait manger assez de fibres, ça permet de lutter contre la constipation, pardon. Et elles protègent aussi la muqueuse intestinale. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont limiter le temps de contact entre la muqueuse intestinale et les différentes toxines qui sont contenues dans l'alimentation, les pesticides, l'alcool, certains additifs alimentaires, etc. Et donc, en fait, elles vont limiter ce temps de contact euh, et donc, en fait, protéger tout simplement la muqueuse intestinale. Les fibres, en fait, par exemple, concrètement, elles permettent de diminuer les risques de cancer du côlon, par exemple. Et elles permettent aussi de maintenir une bonne santé du microbiote parce que justement les fibres viennent nourrir le microbiote, viennent nourrir ces bonnes bactéries, et donc des bactéries bien nourries sont des bactéries qui fonctionnent bien, et un microbiote pardon, qui est diversifié, qui est sain, qui fonctionne bien, eh bien, permet une meilleure digestion, une meilleure immunité et aussi un meilleur métabolisme. On va maintenant passer au deuxième pilier du métabolisme, l'activité physique. L'activité physique, c'est essentiel. On est fait pour bouger. On est fait pour bouger. Le corps humain doit être en mouvement. On est des animaux, ça doit être naturel. Le mouvement doit faire partie de notre quotidien. Pendant des années d'ailleurs, on a bougé, on a marché, on a couru, on a porté, grimpé, cultivé. Enfin voilà, le mouvement, ça a toujours fait partie de notre vie. Et aujourd'hui, avec nos sociétés modernes, eh bien, des fois, on passe plus de 8 heures assis dans la journée. Et 8 heures, des fois, je suis gentille parce que c'est souvent 8 heures au travail, plus le temps dans la voiture, les transports, le temps qu'on passe à la maison, sur le canapé peut-être. Enfin voilà. Donc on passe un temps hyper long assis. Euh, ok, c'est vrai qu'avec nos sociétés modernes, on n'a pas toujours le choix, mais on doit bouger. On doit faire l'effort de bouger plus. Et parce que tout simplement, en fait, notre organisme n'a pas changé aussi vite que nos modes de vie. Il ne s'est pas adapté aussi vite. Là, tout va très très vite. Notre organisme n'a pas suivi la cadence. Et, euh, et c'est hyper important parce qu'en fait, le manque de mouvement, on s'en rend pas compte tout de suite, hein, c'est insidieux, mais le manque de mouvement, en fait, ça va provoquer de manière progressive, mais une diminution de la masse musculaire, une baisse donc de la dépense énergétique quotidienne, ça c'est logique, santé cardiovasculaire qui va être moins bonne, les muscles du coup vont moins bien fonctionner quand on va avoir besoin d'eux, ils vont moins bien utiliser le glucose par exemple. Euh, le fait d'être en position assise aussi pendant très longtemps, et bien ça, ça provoque pardon, de mauvaises postures, des douleurs, parce qu'on est souvent, on est parfois avachi, la tête en avant pour regarder vers l'ordinateur. Enfin, voilà, c'est pas des bonnes postures. On doit normalement être plus ouvert, droit, la tête droite, la colonne droite. Voilà, j'ai fait le tour. Pardon, ça m'a un peu enflammé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est essentiel de bouger. Et il ne s'agit pas seulement de faire du sport 1 heure par semaine et puis voilà, de passer à autre chose. Mais c'est surtout en fait de réduire le temps passé assis. D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse à ce sujet. J'ai pas les chiffres en tête et j'ai pas pensé à vérifier avant la masterclass. Il faudrait peut-être que j'aille voir, mais euh, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec des sportifs de haut niveau. Et en fait, ils ont la santé métabolique d'une personne qui est sédentaire. On a des sportifs de haut niveau qui sont sédentaires parce qu'en fait, même s'ils font 4 heures de sport par jour ou 5, eh bien, quand ils vont à la maison, ils bougent plus. Donc en fait, c'est 5 heures de sport intensive par jour, mais les 19 autres heures, eh bien, il n'y a aucun mouvement. Moi j'étais hyper surprise quand j'ai vu ça parce que je viens aussi du sport de haut niveau. J'ai fait du sport de haut niveau pendant très longtemps
Et j'avais jamais réalisé qu'en fait, on pouvait tout à fait être considéré comme sédentaire et avoir la santé en fait de quelqu'un de sédentaire. Santé métabolique, santé cardiovasculaire, santé, enfin moins bonne immunité, moins bonne résistance, moins bonne, enfin voilà. Moi j'ai été un peu scotché par ça, donc je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve que l'information vaut le coup quand même de tourner. Recentrons-nous et revenons donc à nos moutons. Euh, Tous les mouvements comptent aussi. Avant de passer au point suivant, tous les mouvements comptent. Quand on parle de mouvement, c'est pas uniquement du sport justement. Marcher pour aller jusqu'au magasin, marcher pour aller jusqu'à la boulangerie, ça compte. Faire du jardinage, faire le ménage, ça compte. Tout ça, ça compte. C'est donc il faut pas maintenant imaginer qu'il faut faire du sport, s'inscrire à une salle, aller courir. Non, l'idée c'est de se mettre en mouvement. On va faire un petit focus maintenant sur les muscles, qui sont en fait un véritable organe du métabolisme. C'est bien plus que ce qu'on ne croit. Les muscles ont bien plus de fonctions que ce qu'on pense. Déjà, ils sont le principal réservoir de glucose aussi dans l'organisme. Donc en fait, après un repas, ils captent une énorme partie du glucose qui circule dans le sang pour le stocker sous forme de glycogène et pour l'utiliser ensuite comme source d'énergie. Et ensuite, donc une masse musculaire qui est, qui est bonne, pour, voilà, je veux dire ça comme ça, mais une masse musculaire suffisante et en bonne santé, eh bien, ça permet une meilleure sensibilité à l'insuline, donc une meilleure stabilité glycémique, et donc une meilleure dépense énergétique aussi. Pardon. Je ne l'ai pas noté, mais c'est aussi une meilleure mobilité, une meilleure autonomie avec l'âge. Ça, c'est des choses aussi qui sont hyper importantes. Plus on prend de l'âge et plus, comment dire, si on arrive à être, pardon, plus autonome le plus tard possible, bah c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. On a une meilleure respiration, une meilleure digestion aussi quand la masse musculaire est bonne, tout simplement parce que bah, on utilise des muscles pour respirer et pour digérer. Donc forcément, quand l'un va bien, et que la suite va bien aussi. Une bonne masse musculaire permet aussi de protéger les fonctions cognitives. Alors ça, on le sait beaucoup moins, mais c'est fascinant. C'est-à-dire que le muscle, quand il se contracte, il va sécréter des molécules qui sont les myokines et qui ont une fonction justement de protection du cerveau. Elles favorisent en fait la neuroplasticité, elles stimulent la croissance des neurones et donc elles améliorent l'ensemble des fonctions cognitives. C'est aussi pour ça que, par exemple, l'exercice physique, c'est quelque chose qui nous aide à nous sentir bien mentalement et aussi qui entretient notre mémoire. Voilà. Et en plus, ces myokines-là possèdent aussi des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça contribue à lutter contre l'inflammation chronique, qui est impliquée dans énormément de maladies, et notamment des maladies de notre époque, des maladies de civilisation. Et donc elles permettent aussi de renforcer le système immunitaire et de protéger contre les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc bouger pour avoir des muscles, c'est pas seulement pour le plaisir de faire de la gonflette et se regarder dans une glace. C'est important, mais il y a un réel intérêt pour notre santé, justement, à avoir une masse musculaire suffisamment développée et maintenue en bonne santé. On va faire maintenant un petit focus. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Voilà, on va faire un petit focus sur les mitochondries. Les mitochondries, c'est quoi? C'est, pour la faire simple, c'est les centrales énergétiques de nos cellules. C'est des petits éléments dans nos cellules qui vont produire l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner. Euh, oui, c'est voilà, résumé comme ça, c'est ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, grâce à l'oxygène en fait qu'on respire que ces mitochondries vont transformer en fait les nutriments qu'on a apportés par l'alimentation en adénosine triphosphate, donc le fameux ATP, qui va stocker puis libérer l'énergie lorsqu'elle sera dégradée. Donc tout ce processus-là, c'est la respiration cellulaire et c'est les mitochondries qui en sont responsables.
Et sans ATP, aucune cellule ne peut fonctionner. C'est aussi simple que ça. Donc l'ATP produit par les mitochondries est indispensable au fonctionnement de chaque cellule. Et si chaque cellule fonctionne bien, alors l'organe en question fonctionne bien. Si chaque organe fonctionne bien, alors tout le corps fonctionne bien. C'est aussi simple que ça. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans une cellule, il peut y avoir plusieurs dizaines, voire centaines de mitochondries. Elles peuvent fonctionner en réseau, elles peuvent fusionner ou alors se séparer. Enfin voilà, c'est un réseau qui est hyper malléable, justement, qui va venir répondre aux besoins de l'instant T. Et elles sont aussi très mobiles, donc en fait, elles vont venir essayer de répondre aux besoins au plus près de la demande. Donc voilà, ça c'est aussi hyper intéressant. Et donc c'est pour ça que c'est indispensable aussi d'avoir des mitochondries qui fonctionnent bien. Et elles sont aussi responsables d'un autre processus qui s'appelle l'apoptose. Elles ne sont pas responsables, mais en tout cas, elles participent au déclenchement de l'apoptose. Et c'est un processus hyper important puisqu'en fait, ça correspond à l'élimination d'une cellule qui est devenue indésirable. Donc, soit parce qu'elle ne fonctionne pas bien, soit parce qu'elle est défectueuse, ou voilà, tout simplement en fin de vie. Mais donc, ces cellules-là, il faut pouvoir les éliminer correctement, encore une fois, pour que l'organisme fonctionne bien. Et donc, les mitochondries sont aussi responsables de ça. Et donc, comment on fait pour que les mitochondries soient en bonne santé et fonctionnent bien? Eh bien, on va s'appuyer sur on peut en tout cas s'appuyer sur un processus qui s'appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est quoi? C'est des processus biologiques en fait qui se produisent en réponse à l'exposition à des facteurs générateurs de stress. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous exposez là maintenant tout de suite à un bain froid, eh bien, vous allez provoquer un stress. Votre corps va être en stress, il va falloir faire quelque chose pour garder le corps au chaud, pour réagir. Donc, il y a plein de processus physiologiques qui vont se produire. Quand vous avez peur, par exemple, si vous avez un tigre devant vous, oui, un exemple tout à fait plausible. Mais si vous êtes face à un tigre, eh ben, il y a des choses qui vont se produire. Il y a votre rythme cardiaque qui va s'accélérer, vous allez commencer peut-être à transpirer, vos muscles vont commencer à se contracter, se préparer à l'effort. Voilà, tout plein de choses qui se passent parce que vous êtes face au stress. Ça, c'est voilà, des réactions qui sont automatiques. Et donc ça, c'est des facteurs de stress qui génèrent un stress. Et l'hormèse, eh bien, c'est tous les processus biologiques qui répondent au stress. Et pour avoir des mitochondries en bonne santé, eh bien, on peut les exposer à des facteurs de stress de manière contrôlée, ponctuelle. Le but, c'est pas non plus de provoquer un inconfort phénoménal, mais par exemple, l'activité physique, c'est un stress pour le corps. Et en fait, même si ça nous fait du bien, c'est quand même un stress qui demande certaines adaptations. Et l'activité physique a des vertus justement sur la multiplication des mitochondries et sur le fait qu'elles vont aussi mieux fonctionner. Donc, si vous cherchez à améliorer votre santé mitochondriale, le mieux c'est aussi de coupler le renforcement avec l'endurance. Le renforcement, lui, ça va plutôt aider la masse musculaire, la force, la densité osseuse, etc. Et l'endurance, ça va être vraiment plus pour les mitochondries et la santé cardiovasculaire et la capacité, par exemple, à utiliser ou à brûler les graisses. Et en plus de l'activité physique, eh ben je vous ai donné l'exemple du bain froid, mais l'exposition au froid, c'est quelque chose aussi qui permet de soutenir, développer les mitochondries, le jeûne, l'exposition au chaud aussi, les exercices de respiration. Voilà, il y a plusieurs éléments qui permettent de soutenir cette santé mitochondriale. Le troisième pilier donc qu'on va aborder aujourd'hui est souvent trop sacrifié, je pense, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est pourtant, c'est pourtant la clé en fait d'une énergie, d'une santé qui va bien. Euh, pendant très longtemps, on a cru que pendant le sommeil, c'était simplement un temps de pause en fait, où le corps et le cerveau se mettent au repos, euh, mais sans aller plus loin. En fait, on sait aujourd'hui que le sommeil, c'est vraiment une période d'activité intense. Donc même si on se repose et on se régénère,
et ben, il se passe plein de choses pendant qu'on dort, et des choses très, très, très importantes, notamment la réparation des tissus. Une cicatrisation, par exemple, se passe pas mieux, mais disons que l'activité de la cicatrisation a surtout lieu la nuit. La régénération cellulaire a lieu la nuit. Il se passe, on élimine des déchets aussi pendant qu'on dort. C'est là qu'on consolide les choses qu'on a apprises, qu'on a vécues dans la journée. Donc la mémoire, en fait, se consolide aussi pendant le sommeil. Euh, il y a des régulations hormonales qui se font aussi pendant qu'on dort. Le système immunitaire qui recharge un peu les batteries, en fait, et donc qui se régénère également. Et puis, on recharge toutes nos réserves énergétiques pour pouvoir les réutiliser le lendemain en période d'éveil. Donc, en fait, il se passe vraiment plein, plein de choses pendant le sommeil. Et souvent, eh bien, on le sacrifie quand on n'a pas le temps de finir quelque chose ou que sais-je. Mais c'est souvent un élément qui est sacrifié, et c'est même presque, j'irais plus loin, dans nos sociétés modernes, c'est presque valorisé. On valorise les gens qui dorment peu, qu'est-ce qu'ils sont actifs alors qu'ils dorment pas beaucoup. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais être tranchée là-dessus, il faut dormir. Il y a des gens, oui, qui arrivent à très bien fonctionner même en dormant très peu. Ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Si vous en faites partie, c'est super. Bravo, très bien pour vous. Je ne vous dis pas d'arrêter, mais il faut aussi pouvoir écouter son corps et savoir aussi quelles sont nos limites. Voilà, ça c'est très important. Et encore une fois, le sommeil, c'est pas du temps perdu, c'est un investissement sur sa santé. Ça c'est dit, on peut passer à la suite. On ne peut pas, selon moi, parler de sommeil sans parler des rythmes circadiens. Euh, notre organisme, en fait, fonctionne selon les rythmes d'une horloge interne qui est d'environ 24 heures. C'est pas tout à fait exact, ça tourne entre 23h30 et 24h30 selon les gens. Il y a des études qui ont été faites pour ça, justement, menées dans le noir complet où les gens n'ont aucun repère. Donc c'est pas tout à fait 24 heures, mais par confort, on va s'en tenir à ça. Et justement, pourquoi ça a été fait dans le noir? Eh bien, parce qu'en fait, cette horloge est surtout synchronisée par la lumière naturelle. C'est-à-dire que le matin, la lumière va stimuler l'éveil, justement, par la sécrétion de cortisol. Le soir, au contraire, quand la luminosité diminue, eh bien, c'est là qu'on va produire davantage de mélatonine, cette hormone du sommeil, qui va nous permettre de dormir, par exemple. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent, on dit souvent que c'est important de se coucher à heure fixe et puis de respecter en fait aussi les rythmes des journées, nos rythmes circadiens, parce que bah, quand on se couche très tard ou qu'on s'expose aux écrans aussi en soirée et donc à une lumière qui n'est pas naturelle, alors notre rythme devient irrégulier, complètement déréglé, pardon, et cette synchronisation là qui est hyper importante est complètement perturbée. Donc la lumière naturelle, c'est le synchroniseur principal, mais il y en a d'autres qui agissent aussi sur des horloges secondaires, on va dire, et périphériques. C'est le cas notamment donc, de l'alimentation, qui agit en particulier sur l'horloge du foie, mais il y a aussi celle des reins, etc. Et aussi l'exercice physique, notamment pour l'horloge des muscles. Voilà. C'est intéressant aussi de voir que chaque horloge communique avec les autres, mais voilà, la science a encore des choses à découvrir, mais je ne doute pas que nous allons faire de belles découvertes à l'avenir qui vont nous permettre encore plus de pousser comment, les études et tout ce qu'on peut mettre en place pour notre santé. Pourquoi c'est important de respecter ce cycle? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, il faut que, enfin, on a besoin de respecter ces cycles-là pour que les organes et l'organisme, encore une fois, fonctionnent bien. On est encore une fois des produits de la nature et donc on ne peut pas complètement s'y soustraire. Donc ces rythmes-là naturels, à un moment donné, si on ne les respecte pas, ça va finir par avoir des conséquences, même si c'est pas tout de suite. Une nuit blanche, par exemple, bon bah on peut peut-être résister, mais on va sentir directement dès le lendemain que on est quand même moins en forme, peut-être moins irritable, plus irritable justement. Donc on va pas pouvoir non plus tenir un rythme que l'on s'impose qui est contre nature pendant très longtemps. Ou alors on va sans doute en payer le prix à un moment donné. Voilà. Donc il y a certaines choses qui peuvent
troubler les rythmes circadiens, certaines choses qui sont de l'ordre de la génétique. Il y a des personnes qui sont plus sujettes tout simplement à ces troubles-là. On peut quand même agir dessus, mais elles partent quand même avec ce bagage génétique qui est le leur. Des maladies aussi, quand on est malade, on est peut-être aussi plus, euh, on respecte peut-être un peu plus difficilement ces rythmes-là. C'est notamment le cas dans les dépressions, par exemple. Et ensuite, on a l'hygiène de vie qui va venir influencer, qui peut venir influencer vers le pire, les rythmes circadiens, donc en fonction de ce qu'on mange, de l'heure du coucher, l'heure du réveil, donc globalement le temps de sommeil. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent favoriser ou défavoriser notre santé. Encore une fois, tout est lié. Et ces troubles-là du rythme circadien donc, vont augmenter assez rapidement les risques pour la santé. On a tout de suite des risques de somnolence, de troubles du sommeil, donc qui sont encore assez gérables, on va dire. Mais ça peut aller aussi donc jusqu'à des troubles métaboliques, des troubles cardiovasculaires, des risques de développer certaines maladies, voire même des cancers. On peut sentir une altération de nos fonctions cognitives. On fonctionne moins bien, tout simplement. Notre cerveau fonctionne moins bien quand on est fatigué, quand on n'a pas bien dormi, que ce soit au niveau de la mémoire, que ce soit au niveau de la clarté mentale. On est plus sujet aux troubles de l'humeur. Ça peut être simplement de l'irritabilité et un peu de frustration, mais ça peut aller jusqu'à la dépression et à de l'anxiété très forte. Et encore d'autres troubles tels que la maladie de Parkinson ou autres maladies. Enfin voilà, il y a des effets directs sur des choses, comment dire, facilement gérables comme l'appétit, l'énergie, la récupération, mais ça peut aller aussi vers des conséquences beaucoup plus délétères et beaucoup plus graves et qui risquent surtout en fait de se présenter, mais à long terme. On ne va pas voir les effets tout de suite. C'est ça qui est très insidieux. Du coup, pour éviter ça, eh bien, on peut essayer de respecter nos rythmes circadiens et améliorer notre sommeil avec des moyens euh, naturels, gratuits et disponibles tout de suite, en fait. Donc, on peut, par exemple, s'exposer à la lumière naturelle dès le matin, parce qu'en fait, ça va venir activer et resynchroniser aussi notre rythme circadien. Donc, dès le matin, en fait, si on s'expose à la lumière naturelle, ça va nous aider à mieux dormir le soir. Idéalement, dans les 30 minutes qui suivent le réveil. Et quand on parle de lumière naturelle, on ne parle pas forcément de soleil. Même s'il pleut, même s'il y a de l'orage, voilà, ouvrir les fenêtres et s'exposer un petit peu. Il n'y a pas besoin d'aller marcher sous la pluie, mais s'exposer à la lumière. Ça, c'est hyper important. Euh, Pratiquer une activité physique régulière, ça c'est pareil, c'est hyper important, mais de préférence éviter les activités intenses juste avant le coucher parce que là, bah, du coup, ça peut nuire à l'endormissement. Il y a des personnes qui le supportent très bien, donc si vous le supportez bien et que vous aimez, je sais bien que aussi avec nos sociétés modernes, on n'a peut-être pas toujours le choix de quand faire notre activité physique avec le travail, les enfants, etc. Donc, si c'est avant le coucher et que vous arrivez à dormir quand même, bah, continuez. Mais si ça vous empêche de dormir, bah, il faut peut-être essayer d'adapter quelque chose. Éviter un maximum les repas très copieux et ou très tardifs. Donc c'est surtout pour le dîner, mais déjà le déjeuner aussi, ça compte, hein, mine de rien. Euh, Limiter l'exposition aux écrans au minimum dans l'heure qui précède le coucher. Dans les 2 heures, c'est encore mieux, mais au minimum 1 heure avant le coucher, éteignez tout, téléphone, ordinateur, télé. Vraiment faites le test. Je sais que encore une fois, peut-être en fonction des contraintes de chacun et chacune, c'est pas toujours possible, mais faites le test sur quelques jours et voyez les effets parce que vraiment c'est un game changer, comme disent les Anglais. Dormir dans une chambre fraîche, calme et sombre, ça c'est aussi hyper important, autant que possible. Se coucher et se lever à heure fixe, pareil, autant que possible. Évidemment, des fois, le week-end, on a envie de faire des grasses mat, c'est humain, c'est normal, mais sans que ce soit forcément des heures fixes, mais au moins des heures régulières. C'est-à-dire que si vous vous réveillez tous les jours de la semaine à 6 heures et le week-end, vous allez faire une grasse mat jusqu'à 10 heures,
ça va être compliqué pour votre organisme de trouver son rythme, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis, instaurer une routine du soir. Donc, essayez de trouver votre routine, des petites choses qui envoient le message au corps que ça y est, on peut se relâcher, on peut se préparer à dormir. Les lumières sont baissées, la lumière naturelle qui vient de l'extérieur est plus sombre, la mélatonine commence à être sécrétée, mais on peut quand même ajouter des choses. Un petit massage avec son huile essentielle préférée, un livre, une tasse de thé, voilà, une petite routine qui vous fait du bien et qui va vous aider à mieux dormir. On va passer maintenant au quatrième et dernier pilier qui est la gestion du stress. Alors ça, c'est super intéressant parce que le stress, c'est vraiment un mal-aimé, un incompris, alors qu'il est indispensable. Indispensable dans le sens où, en fait, un corps, un organisme, une personne qui a du stress ponctuellement, eh bien, c'est le signe que cette personne est en bonne santé. Voilà. Le stress n'est pas toujours un ennemi, en fait. C'est une réponse normale et utile face à un danger. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à quelque chose que le cerveau reconnaît comme un danger, eh bien, il active le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique qui va préparer le corps en fait à réagir, qui est un peu un accélérateur en fait, il pousse à l'action, il prépare à l'action. Concrètement, il y a plein de réactions physiologiques qui se produisent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple du bain froid ou du tigre. Le rythme cardiaque augmente, la respiration s'accélère, le glucose est libéré pour fournir de l'énergie là, maintenant, tout de suite aux muscles qui vont peut-être avoir besoin de s'actionner pour courir, pour se battre, on ne sait pas. Et donc, en fait, c'est une réponse qui est tout à fait adaptée et normale lorsqu'elle est ponctuelle. Parce qu'après, normalement, ça doit redescendre. Ça doit redescendre et le corps revient à la normale. Le corps, le système nerveux, tout revient à des niveaux plus doux, on va dire. Le problème, c'est que cette réponse, des fois, surtout dans nos sociétés modernes, et ben en fait, cette réponse reste activée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des fois. Et donc, en fait, quand ça reste activé sur le long terme comme ça, eh bien, ça peut perturber le sommeil, l'appétit, la digestion, la récupération, les comportements alimentaires aussi, parce que quand je parle de l'appétit, c'est pas seulement est-ce que j'ai faim ou pas faim, c'est qu'en fait, quand j'ai faim, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et souvent, quand on est stressé, et ben en fait, on va aller vers le sucre. C'est naturel. Le cerveau demande du sucre à ce moment-là. Euh, Ça va jouer aussi sur nos humeurs, sur notre irritabilité, notre motivation aussi à pratiquer une activité physique, à faire une telle ou telle tâche, etc. Donc ça agit sur plein de choses et plutôt en mal, voilà, quand il s'agit de stress chronique. Donc ça, c'est pour les influences directes sur ces autres piliers finalement qui nous intéressent. Mais il y a aussi des perturbations d'ordre biologique et biochimique, c'est-à-dire que la tension artérielle reste élevée, la glycémie reste haute, la graisse augmente du coup, on peut voir une inflammation chronique aussi s'installer, être plus sensible aux douleurs, des dérégulations hormonales, quand il y a du stress, le cortisol reste élevé tout le temps, c'est pas bon. Le cortisol, c'est pas une hormone qui est là pour rester non-stop dans le corps. C'est voilà. Donc il y a plein de perturbations qui se produisent et qui, bah, si elles persistent, en fait, si on n'arrive pas à les réguler rapidement, eh bien, elles peuvent entraîner plein de désagréments pour la santé, plein de problèmes de santé, tels qu'on a vu aussi les mêmes que pour le sommeil finalement, en fait, des maladies, des inflammations, une mauvaise santé cardiovasculaire, etc., etc. Et encore une fois, ce stress chronique, c'est un peu une conséquence de nos modes de vie actuels parce que, en fait, notre cerveau, notre système nerveux ne fait pas la différence en fait entre les types de dangers. Un mail qui vous met en stress, une réunion avec votre patron par exemple, et ben ça va être le même stress qu'un tigre à dents de sabre. Voilà, c'est c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et du coup, dans nos modes de vie, dans nos sociétés modernes,
et ben en fait, on accumule ces contraintes-là. Il y a une surcharge de travail, des relations sociales peut-être pas toujours simples, des conflits, des tensions, le manque de sommeil, on en parlait, des préoccupations financières, émotionnelles. Ajouter à ça peut-être de la malbouffe, etc. Et en fait, ben, on n'arrive plus à gérer le stress correctement. Et on n'a pas forcément non plus l'espace pour le faire. Donc, il faut se créer du temps consciemment, volontairement, pour agir là-dessus. Pour agir là-dessus, on va faire juste une petite parenthèse sur le système nerveux autonome, parce que donc le système nerveux autonome, il est composé de deux branches, l'une qui est le système nerveux sympathique, qui est donc plutôt un accélérateur qui va pousser à l'action face à un danger, et on a le système nerveux parasympathique, qui est lui plutôt le ralentisseur de l'organisme, qui est impliqué dans la digestion, la récupération, le repos en général en fait. Voilà. Et donc, c'est ce système nerveux parasympathique qu'on va chercher à activer, puisque le sympathique, lui, il est sursollicité. Donc, il faut qu'on trouve de l'espace pour toucher le nerveux parasympathique et lui envoyer le message que ça y est, le danger est passé, on est en sécurité, on peut relâcher. Les battements du cœur peuvent ralentir, la respiration aussi, les muscles peuvent se détendre. Voilà. Pour ça, il y a des solutions simples. On a notamment des techniques de relaxation, des techniques un peu euh, corps-esprit, comme la méditation, la cohérence cardiaque, la relaxation par la musique aussi. On peut aussi faire appel à des coachs qui peuvent nous guider là-dedans. Il y a des personnes qui sont hyper bien formées et qui sont tout à fait à même de nous aider justement à nous relâcher quand nous, on ne sait pas faire tout seul. L'activité physique, ça c'est un levier majeur contre le stress. C'est prouvé, quand on fait du sport, on libère des hormones qui font du bien, qui permettent de baisser les niveaux de stress. Et encore plus quand c'est en pleine nature. Parce que la nature, c'est pareil, il y a des études qui montrent que la nature permet à l'esprit et au corps de se détendre. Donc quand on couple les deux, activité physique en pleine nature, eh bien, c'est un combo gagnant. Euh, L'alimentation peut également aider. La micronutrition, du coup, on n'en parle pas trop, mais il y a des micronutriments qui peuvent nous aider, ou des fois on manque aussi de micronutriments. Par exemple, le magnésium, c'est l'un de ceux dont on parle le plus en période de stress. Voilà, en termes d'alimentation, ensuite, le mieux, c'est d'éviter les glucides, d'apporter des bonnes graisses, privilégier les fibres. Les bonnes graisses, vous rappelez-vous des oméga 3, mais ça peut aider aussi justement à ce niveau-là. Éviter évidemment les produits ultra transformés, on en a parlé, mais d'autant plus quand on est stressé, même si c'est là que le corps et le cerveau en demandent le plus, c'est là qu'on en a le moins besoin en fait. Voilà, il y a des plantes aussi qui peuvent aider. J'aurais pu le mettre, mais j'ai pas pensé. Mais il y a des plantes, voilà, qui peuvent nous aider, des plantes adaptogènes notamment, comme l'ashwagandha, la rhodiole, le safran, et puis d'autres techniques aussi qui peuvent, des tisanes tout simplement, qui peuvent nous aider aussi à nous relâcher, des huiles essentielles, etc. Et autant que possible, en fait, la solution la plus simple, qui n'est pas toujours la plus facile à mettre en place, je le conçois, c'est de limiter autant que possible les facteurs de stress. Vous aurez beau vous faire toutes les techniques de relaxation, activité physique, etc. Si vous retournez vers ce même stress, ça va être compliqué. Ça va vous aider, évidemment, toutes ces techniques-là, toutes ces solutions à mettre en place autour, mais le plus radical, ce serait d'éliminer la source. Voilà. Je sais bien que c'est pas toujours possible. Si ça vient du travail, si ça vient de certaines relations sociales, etc. Je sais que c'est pas toujours possible. Mais je me devais de vous le dire quand même. Et on arrive à la fin de cette masterclass. Le, le métabolisme, en fait, c'est pas un, comment dire, une somme de plusieurs choses qui fonctionnent de manière isolée. C'est un tout. Et j'aime bien voir ça un peu comme un orchestre, et un orchestre qui est composé de plein d'instruments différents. Et si un seul instrument en fait n'est pas accordé, eh ben on va le sentir tout de suite. Alors pour le métabolisme, c'est peut-être pas tout à fait exact. Peut-être que pendant un temps, les autres instruments vont réussir à masquer la discordance de celui qui va pas bien, mais pendant pas très longtemps.
Et surtout, en fait, l'instrument qui va pas bien va forcément aussi influencer les autres instruments et finalement le spectacle ne sera pas très joli à écouter. Alors que si tous les piliers sont réunis et que c'est harmonieux, eh bien là, tout le spectacle va être hyper agréable à suivre, la mélodie va être fluide, tout va bien, le métabolisme va bien. Donc encore une fois, c'est une question de choix. Il y a des contraintes, c'est vrai, mais il y a aussi des solutions qu'on peut apporter pour aider à retrouver cette harmonie. Et j'espère que vous avez appris des choses et on va essayer de voir ça plus en détail tout au long de la semaine.